Lundi 24 octobre 2016, mesdames et messieurs, merci de regarder Africa Today Télévision et bienvenue dans cette édition d'information en prélude de l'organisation de la 22e conférence des partis au Maroc. La ministre marocaine de l'Environnement, à la tête d'une délégation, s'est entretenue ce week-end avec le Premier ministre chef du gouvernement. Objectif, transmettre le message de soutien du roi Mohamed VI au président Alpha Condé sur le projet d'électrification de l'Afrique. Aïssata Fofana pour plus de détails. C'est à 11 h en temps universel que le vol spécial du royaume chérifien a atterri à l'aéroport international de Conakry-Bessia. À son bord, la ministre de l'Environnement marocain, accompagnée de Jean-Louis Borloo, président de la Fondation Énergie pour l'Afrique. Le but de cette visite est de soutenir le programme d'électrification de l'Afrique dont le président de la République, professeur Alpha Condé, est le coordinateur. Je suis porteuse d'un message de Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc, le Maroc qui reçoit la COP22, un message de soutien à l'initiative portée par son Excellence le Président Alpha Condé, un message de solidarité et de portage de la cause de l'électrification de l'Afrique, de la cause de l'adaptation pour l'Afrique, et puis rendre hommage à tout le peuple guinéen et aussi saluer le leadership du président Alpha Condé qui a su montrer à Paris qu'il a su unifier la voix de l'Afrique, unifier les positions pour qu'on puisse aujourd'hui avoir une initiative qui va éclairer l'Afrique. Outre cet entretien avec le Premier ministre chef du gouvernement, les discussions ont aussi porté sur l'organisation de la COP22 qui se tiendra du 7 au 18 novembre prochain à Bag Igli, à Marrakech. Un rendez-vous qui sera consacré à l'action. À Marrakech, nos peuples attendent des choses concrètes, des actions concrètes. Et la particularité de la COP22, qui est prônée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, au nom de l'Afrique et pour l'Afrique, c'est d'en faire une COP de l'action. Une COP où nous allons répondre aux promesses qui ont été faites aux peuples les plus vulnérables. Une COP où nous allons répondre aux promesses qui ont été faites pour électrifier l'Afrique, pour adapter l'Afrique, pour permettre aux peuples de se sédentariser et de vivre honorablement sur leur propre terre. Du côté guinéen, les préparatifs s'accélèrent. Les départements concernés, à l'image du ministère de l'Environnement et celui de l'Agriculture, disent se préparer en vue d'apporter une contribution à cet événement. Nous sommes à notre 5e réunion sur les préparatifs et nous avons intéressé tous les départements qui parlent de cette COP, qui parlent du changement climatique, notamment l'agriculture, le ministère de l'énergie et de l'hydraulique. Tous les départements concernés sont dans cette commission interministérielle que nous avons mise en place pour réfléchir comment aussi préparer cette COP qui est une COP très importante. L'agriculture est la grande priorité continentale. Aujourd'hui, l'Afrique doit nourrir l'Afrique et nous sommes heureux de porter une initiative qui porte le nom du triple A, donc les 3 A, l'adaptation de l'agriculture africaine, qui va être également un événement au cours de cette COP 22, qui va réunir tous les ministres de l'agriculture du continent et qui va être le forum pour dire justement à toutes les parties l'importance de ce facteur adaptation de l'agriculture africaine. La rencontre a été sanctionnée par un dîner en famille avant que les émissaires reprennent leur vol pour d'autres destinations. Et justement, Madame Olga Johnson, directrice générale de l'énergie pour l'Afrique, présente dans cette délégation, a largement développé les acquis et les défis de ce projet d'électrification de l'Afrique. C'est un reportage signé Saloum Kondé. Le continent africain est souvent plongé dans l'obscurité. Et selon les spécialistes, plus de 620 millions d'Africains vivent aujourd'hui sans électricité. Le continent présente un taux moyen d'électrification le plus faible parmi les régions en développement. Mais son électrification suscite de nos jours un espoir.
car les énergies renouvelables apparaissent comme la solution pour répondre à cette préoccupation. Pour la directrice générale de l'énergie pour l'Afrique, cette ambition est réalisable. Nous, on sait qu'on est face à un défi considérable. En même temps, l'Afrique est le continent qui a le plus de ressources naturellement pour les énergies renouvelables, puisque l'Afrique est un continent qui a ensoleillé plus de 300 jours par an, qui a des fleuves, des océans, et donc arriver à un continent soutenable, qui est le premier continent soutenable de l'histoire de l'humanité, on s'est dit que c'était un défi considérable, et à la veille de la COP22, on sait que c'est réalisable si on s'en donne vraiment les moyens. La Guinée, qui est le point focal de ce projet d'électrification, est en train de relever le défi. La preuve en est la construction du barrage Kaleta. Pour la directrice générale de l'énergie pour l'Afrique, ce projet d'électrification a enregistré des avancées. Il y a eu des pas concrets puisque sous la direction du président Alpha Condé a eu lieu à New York une réunion où l'Europe s'est engagée très clairement à soutenir ce projet à hauteur, me semble-t-il de mémoire, de 1,5 milliard par an. Donc c'est déjà une avancée considérable et là c'est du concret. Ce ne sont pas des promesses en l'air, c'est vraiment un engagement ferme. Donc je suis très optimiste pour la réalisation de ce projet vital pour notre continent. Selon Mme Olga Johnson, le continent a besoin d'un coup de pouce supplémentaire pour passer de 25% à 100% d'électrification. Politique à présent, dans cette édition d'information, il existe désormais une structure pour faire la promotion des candidatures indépendantes. Le mouvement Liste Citoyenne, c'est le nom de cette plateforme. Ses membres étaient ce lundi face à la presse pour lancer un appel de soutien aux candidatures indépendantes pour les élections communales de 2017. Objectif, promouvoir la gestion collective des circonscriptions locales. Soirée Bouakar. Faire des prochaines élections communales une opportunité de la gestion citoyenne efficace des collectivités, telle est la vision des membres de ce nouveau mouvement appelé Liste Citoyenne. Pour cette structure, seul le législateur pourra trancher sur les accords politiques obtenus le 12 octobre dernier. Cependant, de leur côté, ils feront de leur mieux pour que les Guinéens apprennent à se prendre en charge pour être loin de cette dépendance politique. Un parti politique ne peut pas avoir un candidat pour être chef de quartier. Une association ne peut pas le faire, une ONG ne peut pas le faire, il y a une liste d'entités qui ne peuvent pas prétendre à la gestion d'une collectivité, niveau de quartier, de district, le plus petit niveau de la décentralisation. C'est pour permettre aux citoyens de se prendre en charge. Et ce mouvement, c'est ce qu'il essaye de faire, c'est de pousser les gens à se prendre en charge. Et cela pour éviter qu'un certain nombre de partis politiques ne parachutent des maires dans les différentes communes et qui ne reflèteront pas le choix ni le besoin de la communauté. Pour cette gestion de proximité, le mouvement Liste Citoyenne propose un choix basé sur le principe de la redevabilité. Au niveau local, au niveau de nos communes, nous avons estimé qu'il faut soutenir des listes de gens compétents, des gens qui vivent dans ces communes-là, qui vivent les problèmes de ces communes-là et qui peuvent donc apporter des solutions tout de suite. Et c'est pour cela que le premier appui que nous allons apporter aux listes citoyennes, c'est d'abord la constitution de ce petit organe qui va filtrer le recrutement des conseillers ou des futurs conseillers communaux. Pour Liste Citoyenne, ces élections locales doivent conduire à rendre la démocratie viable et dynamique à la base en faisant le choix basé sur la compétence. Justement, en parlant de ces consultations électorales, avant même d'être fixées sur la date réelle de leur tenue, des leaders politiques commencent à occuper le terrain. C'est le cas de Mokhtar Diallo qui vient de bénéficier du soutien d'une frange des jeunes de l'Axe, Amdalaï Simanteri. Ce week-end, au siège des Nouvelles Forces démocratiques, ces jeunes ont tenu à expliquer les raisons de leur décision. Ça, à l'Uyambouno. Cette mobilisation autour du président des Nouvelles Forces démocratiques apparaît comme une réponse à ce que le parti appelle détracteur. Et le détracteur, il est connu de ses adhérents.
Au dire de ces jeunes, soutenir la candidature de Mokhtar Diallo pour la mairie de Ratoma, c'est aussi un acte de reconnaissance pour ses efforts dans la lutte pour la promotion des valeurs juvéniles au sein de cette commune. Nous le soutenons d'abord à travers son programme et le dynamisme qu'il a vis-à-vis de l'évolution de la jeunesse de la commune de Ratoma depuis le départ. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup lutté pour la jeunesse de la commune de Ratoma. Il y a très longtemps qu'on le connaît aussi. C'est pour la première fois que nous avons un jeune aussi dynamique qui se présente à une élection communale dans notre commune. Donc nous allons tout mettre en œuvre pour pouvoir le soutenir. Pour Mokhtar Diallo, cette adhésion des jeunes de l'Axe aux idéaux de son parti témoigne la matérialisation d'une promesse. On avait dit ici que nous allons faire bouger les lignes. Et les lignes sont en train de bouger. Et les lignes vont bouger jusqu'au bout. La commune de Ratoma est aujourd'hui entre nos mains. Qui peut dire le contraire? Qui peut dire le contraire? Nous défions tout le monde de prouver que la commune de Ratoma aujourd'hui n'est pas entre les mains d'un FD. À la conquête de la commune de Ratoma, les nouvelles forces démocratiques devront rivaliser avec d'autres partis, notamment l'Union des forces démocratiques de Guinée, qui a ces derniers temps imposé sa suprématie à travers les urnes. Après ces quelques années, Mokhtar Diallo pourra-t-il changer la donne? En tout cas, le président des nouvelles forces démocratiques croit en sa popularité dans cette circonscription. Il faut d'ailleurs dire que Mokhtar Diallo n'est pas le seul leader présent actuellement sur le terrain. Autre présence, c'est celle de Paul Moussa Diawara, leader du mouvement des Patriotes pour la démocratie, qui était ce week-end à Yimbaya dans la commune de Matoto pour un meeting d'information et de sensibilisation de ses militants et sympathisants sur les enjeux liés aux futures échéances électorales et communales avant de les inviter à un vote massif. Oumar Sow pour le compte rendu. À quelques mois des élections communales et communautaires prévues en 2017, le mouvement des Patriotes pour la démocratie s'active autour de la sensibilisation de ses militants. Dans un stade de proximité, des artistes chanteurs et des pêcheurs baga ont presté devant les acclamations d'une foule totalement comblée. Un acte qui vise à témoigner leur engagement à accompagner le MPD et le parti que ce mouvement incarne. Les populations accourent nombreuses pour vous saluer et vous offenser dans l'ambiance d'une fête familiale sont vos militants et sympathisants. Le sentiment de nombreux qui vit aujourd'hui chaque population de Matoto est celui de retrouver un jeune dynamique soucieux du développement de ce pays. Avec pour ambition un développement durable pour la Guinée, le président du MPD pense qu'il est temps de faire confiance aux jeunes, femmes et hommes déterminés pour l'évolution du pays. Paul Moussa Diawara a aussi invité ses militants à se mobiliser pour les prochaines élections de proximité, des échéances qui constituent une phase importante pour la démocratisation du pays. Les communales et les communautaires consistent à mettre en place le pouvoir local qui détermine le sort de nos populations, de nos habitants. Donc il n'est pas possible, il est exclu, il n'est pas acceptable, il est impossible que nous laissons, nous populations, actrices à part entière de la vie de nos communautés, nous laisser berner, entraîner, manipuler par qui que ce soit. Non et non. Selon Paul Moussa, Matoto étant l'une des plus vastes communes de la capitale, il n'est pas normal que la dite localité reste à la traîne du développement du pays. Pour cela, le choix des candidats doit être conséquent. Nous voulons à Matoto et ailleurs des candidats valables, des candidats sérieux et non des manipulateurs et des faiseurs d'illusions. Non, nous n'en voulons pas. Et nous ne l'accepterons pas. À rappeler que ces élections de proximité sont prévues en février 2017. Autre chose dans cette édition, la Jeune Chambre internationale d'Ubreka Racine a tenu sa convention locale ce dimanche. L'équipe de Ibrahima Mansari a passé le témoin à celle de Alseni Bangoura, le nouvel entrant, une rencontre qui a mobilisé les autres présidents au niveau national, les officiers nationaux et locaux de la structure. Reportage Dianka Sissé.
Rester fidèle à la tradition d'un mandat à la présidence de la Jeune Chambre internationale, c'est dans cette logique que s'inscrit la convention locale de Dubré-Caracine. À cette occasion, le président de l'ancien bureau a passé en revue les activités annuelles menées par les siens. Domaine développement individuel. Dans ce domaine, les actions ont été menées souvent 3 volets. Volet croissance et développement. La base de données est déjà assainie et nous assurons la croissance qualitative de l'effectif. En 2015, nous étions à 45 membres intronisés et de nos jours nous sommes à 54 membres intronisés et 5 autres en cours d'intronisation et 10 membres en observation. Quant aux nouvelles entrants, les ambitions sont énormes. Il s'agit entre autres d'accroître leur voix au niveau national et développer les projets communautaires de Dubreka. Je vais tout d'abord développer les projets communautaires qui va tout d'abord relever les défis communautaires au sein de notre communauté de Dubreka, parce que notre domaine d'intervention c'est bien sûr Dubreka. Et nous allons aussi organiser beaucoup de formations, parce que quand on attend la GCI, c'est la formation. Nous allons accroître aussi l'effectif de cette organisation, parce qu'actuellement on passe de 55 membres à 63 membres, et en 2017 je promets que la GCI Dubré-Caracine va atteindre les 80 membres. Au niveau de cette organisation, il y a 4 domaines d'opportunité qui sont le développement individuel, communautaire et international, ainsi que le domaine de développement d'affaires et de management. La nouvelle équipe semble avoir une lourde tâche concernant la réalisation de tous ces projets. Un appartement situé au 4e étage d'un immeuble et son contenu réduit en cendres. Cela s'est passé ce dimanche aux environs de 12 h à la T8 dans la commune de Ratoma. Le constat des dégâts avec Moussa Sefa Kamara. La famille Baldé a presque tout perdu malgré le concours des voisins pour maîtriser la flamme. L'occupant du département ignore jusque-là l'origine de l'incendie. On n'a pas de courant ces 2 jours-là, mais depuis j'ai tenté de faire venir le courant, ça flashait quoi. Est-ce que c'est une de ces flashs qui a déclenché un coup de circuit? La seule personne qui était là, c'était moi et ma fille, plus la fille qui était là, elle se lavait déjà. C'est elle qui est sortie de la douche pour m'aller faire écouter qu'il y a la fumée. Le feu a ravagé tout sur son passage. Seuls les murs du bâtiment ont résisté à ce sinistre. Les dégâts matériels sont importants. La victime n'en revient pas. Franchement, j'ai perdu tout. Les 2 portatifs, un écran plat de 32 pouces, réfrigérateur, mon lit, mon salon, sans parler en général tout, franchement. Les cas d'incendie sont récurrents à Conakry et font beaucoup de victimes. Il reste maintenant à savoir quelles précautions doivent prendre les concessionnaires et les autorités pour éviter de tels drames dans la cité. Dernier élément nation de cette édition, le président de la Fédération guinéenne du handball a rencontré ce week-end sa famille sportive. Il était question pour Mamadou Paye Camara de remercier tout le monde pour le soutien indéfectible lors de son élection à la tête de la zone 2. Il a en outre invité chacun à se surpasser pour hisser le handball guinéen sur le toit de l'Afrique. Alceni Diallo. C'est un homme heureux et comblé de joie qui est venu partager son moment de réjouissance avec sa famille sportive. Une fête qui a mobilisé toutes les catégories du handball guinéen, notamment les minimes, les cadets, les juniors, les seniors et les clubs. Pour le président de la Fédération guinéenne du handball, son accession à ce poste est en grande partie due au succès des handballeurs guinéens sur le continent africain. Après notre élection à la tête de la zone 2, il fallait revenir rencontrer les handballeurs, parce que si nous sommes là, c'est à cause d'eux. Et leur dire aussi merci, parce que dit était leur effort sur le plan national et international, on n'allait pas être élu à ce poste. Donc c'était une manière de renouer avec ces athlètes et leur dire que le vrai combat commence, parce qu'il faut travailler durement pour aller en avant. En tant que patron de la zone 2 qui regroupe les pays comme le Sénégal, la Gambie, le Cap-Vert, la Mauritanie, la Guinée-Bissau, le Mali, la Sierra Leone et la Guinée, commissaire Paye pense honorer son pays. Il ambitionne également d'organiser un championnat de jeunes sur le continent, mais aussi propulser le handball guinéen au plan international. Et dès le mois de décembre, dès après la Coupe d'Afrique des Nations, vous allez voir, il y aura le tournoi de la fraternité qui va regrouper près de 400 jeunes
de tout le pays. Et puis ensuite, il y aura des différents championnats au niveau des ligues régionales. Et puis, vers la deuxième quinzaine du mois de décembre, nous allons clôturer notre championnat pour les dernières rencontres du championnat national. La Guinée sera l'un des pays hôtes du prochain championnat africain du handball. Et pour le président Paye, l'équipe nationale se prépare activement pour cette échéance. Après 5 ans de captivité, ils sont enfin libres. Les 26 otages, tous des Asiatiques, libérés samedi par les pirates somaliens, sont arrivés au Kenya en mars 2012. Leur bateau de pêche avait été pris en otage après une attaque des pirates au sud des Seychelles. Suivez. Des embrassades, les larmes aux yeux. À Nairobi, les otages retrouvent leur liberté et leurs anciens compagnons de captivité. Un véritable soulagement pour ces 26 personnes oubliées et ceux qui ont travaillé sans relâche à leur libération. Je suis tellement heureux, vraiment, je suis tellement heureux. Je remercie l'ONU, Monsieur John, tout le monde. Merci beaucoup, merci à tous. Ils viennent du Cambodge, de Chine, d'Indonésie, des Philippines, de Taïwan ou encore du Vietnam. Et voilà bientôt 5 ans que ces pêcheurs asiatiques étaient retenus par des pirates somaliens. En mars 2012, leur bateau est attaqué au large des Seychelles. Une personne succombe pendant l'assaut, 2 autres périssent en captivité. Et depuis 4 ans et demi, John Steed, un ancien colonel de l'armée britannique, œuvre pour la libération de ces pêcheurs pauvres, sans assurance pour payer des rançons. Pendant leur détention, ils étaient à bord d'un autre bateau qui a coulé pendant une tempête et certains d'entre eux ont réussi à sauver la vie d'autres gars. On a réussi à en sauver certains en 2013 et maintenant c'est super de récupérer ceux-là et de les rendre à leur ambassade et à leur famille. Ultime péril, après leur libération, il a fallu les exfiltrer de Galkayo, une ville somalienne où se déroulent des combats entre forces rivales des régions du Puntland et du Galmudug. Un chemin semé d'embûches et d'actes héroïques. L'équipage du Naham 3 est désormais sauf, mais 10 Iraniens et 3 Kenyans sont toujours aux mains des pirates somaliens. Le démantèlement de la jungle de Calais, le plus grand bidonville de la ville d'Europe, a commencé. Un premier bus de migrants transportant 50 000 Soudanais est parti ce matin vers un centre d'accueil à Bourgogne. Cette semaine, entre 6 à 8 000 personnes vont être reparties dans toute l'Europe, dans toute la France. Suivez. Il est 7 heures. Le point d'accueil destiné aux migrants de la jungle n'est pas encore ouvert, mais ils sont déjà des centaines à faire la file devant la grille d'entrée. Ils veulent être sûrs de pouvoir quitter Calais et ce dès aujourd'hui. Mais les sentiments sont mitigés. La France, ce n'est pas leur choix premier. Je suis déçu. Il n'y a pas de solution, donc voilà ce qui se passe. On n'a aucun droit. Maintenant, je veux juste aller dans un endroit sûr et après on verra ce que je fais. Là, on est prêt à partir, mais je ne sais pas encore dans quelle ville. Mais je suis content. 8h35, le premier car quitte le point d'accueil. La file d'attente, elle gonfle encore. Selon une première estimation, ils sont entre 2 et 3 000. Tout se passe dans le calme, hormis l'une ou l'autre bousculade. Pour les autorités françaises, c'est une réussite. C'est effectivement un signe assez encourageant qui montre que le travail de terrain, le travail de persuasion pour convaincre, le travail de pédagogie mené depuis de nombreux mois par les associations et les services de l'État, ce travail semble porter ses fruits. À l'intérieur, 3 files pour les adultes, les familles et les mineurs. En quelques secondes, ces hommes doivent choisir entre 2 régions de France sur une carte dessinée à la main. Pour ceux-ci, ce sera le Grand Est, bracelet rose et départ vers l'inconnu. Mais combien veulent réellement rester en France et introduire une demande d'asile? Pour les bénévoles qui connaissent bien la situation des migrants, il est clair qu'une proportion certaine d'entre eux reviendra. Ils auront chaud, ils seront entre eux, ils auront à manger, ils pourront réfléchir, ils seront tranquilles et ils choisiront à ce moment-là leur voie, quoi. Il n'est pas dit que d'ici 3-4 jours... Don't push, please.
Il n'est pas dit que d'ici 3 à 4 jours, il n'y en ait pas déjà qui reviennent à Calais. Quant aux mineurs, ils sont amenés assez chaotiquement ici en petits groupes. Impossible de les filmer au-delà, mais la France s'engage à trouver une solution pour tous. Tous ces mineurs isolés comme pour tous les autres, des solutions seront proposées et évidemment en lien permanent avec la Grande-Bretagne où les discussions se poursuivent. Les discussions avec la Grande-Bretagne sont donc à cette heure toujours en cours. Et ce démantèlement de la jungle de Calais ne fait pas l'unanimité en France. Dans le Vaucluse, par exemple, une centaine de manifestants du Front National ont défilé dans le village de la Tour d'Aigu contre l'accueil de 6000 migrants face à eux, un collectif pro-réfugiés. Suivez. Le village de la Tour d'Aigue, coupé en deux. D'un côté les pros, de l'autre les anti-migrants, emmenés par la députée FN du Vaucluse, Marion Maréchal-Le Pen, hostile à l'arrivée de 60 réfugiés. Je regrette qu'aujourd'hui le droit d'asile, qui est un droit que nous devons conserver, soit dévoyé de sa fonction première, que c'est devenu une nouvelle filière d'immigration clandestine. Même scénario devant la préfecture de la Sarthe. Des militants frontistes agitent leur drapeau tricolore pour dénoncer la politique migratoire du gouvernement. Je suis française avant tout et je veux que notre pays soit français, reste français. Et devant chaque rassemblement d'extrême droite en France, les défenseurs des droits de l'homme donnent de la voix, comme ici en Normandie à la Chapelle-sur-Vire. On est juste venu dire que nous, on était prêts à les accueillir, qu'on n'avait certainement pas peur. Par contre, moi j'ai peur de mes voisins aujourd'hui. Quelles que soient les prises de position, le démantèlement de la jungle de Calais est en marche. Dernier élément de cette édition prévue ce jeudi 27 octobre, en présence du Premier ministre canadien, la signature de l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, dit CETA, est annulée. La Wallonie n'est toujours pas d'accord avec le texte à suivre. Ils arrivent pour une réunion importante au Parti socialiste. Ministres régionaux, présidents de parlement ou encore députés, ensemble pour faire le point sur le CETA, l'accord de libre-échange entre l'Europe et le Canada. Je crois qu'il faut rester ouvert mais ferme sur nos positions parce qu'il s'agit de défendre finalement l'économie belge, wallonne et européenne. Ferme, ça veut dire pas de changement s'il n'y a pas d'avancée concrète, de changements différents du côté des propositions du CETA? Je pense que le président du parti et le ministre-président de la région wallonne se sont clairement exprimés à ce propos et je n'ai évidemment rien à ajouter. Je suis à 120% derrière eux. La Commission européenne attend une réponse de la Belgique d'ici ce soir. Un ultimatum qui passe mal du côté du Parti socialiste. J'aimerais que cette commission entende un peu plus les citoyens, c'est ce qu'on lui demande, c'est ce que la région wallonne lui demande, mais je crois que c'est plein d'autres pays qui demandent ça, et peut-être qu'ils oseront enfin le dire, parce qu'enfin, un pays a décidé de dire à l'Europe qu'on ne négocie plus comme ça. Ça fait 2 ans et demi qu'on pose les questions à la Commission européenne, au niveau du Parlement européen, 2 ans et demi de travail pour lesquels nous n'avons jamais reçu de réponse concrète, et donc je trouve que l'ultimatum est un peu malvenu de la part de la Commission. 3 heures de réunion, puis le président du PS sort pour nous communiquer la décision du parti. Ce que nous pensons, c'est qu'il faut des avancées significatives et qu'en l'état, le projet de traité ne nous convient pas. Parmi ces demandes, le PS veut une meilleure prise en compte des petites et moyennes entreprises et une cour d'arbitrage avec des juges désignés. Le sentiment que nous avons, c'est que les discussions vont se poursuivre. On nous demande d'aller dans des délais très courts, mais dans des délais très courts, ça va être extrêmement compliqué parce que nous voulons, nous aussi, faire appel à des experts, ne pas être dupés par ce qu'on pourrait accepter. Pour le Parti socialiste, les négociations pourraient encore durer plusieurs semaines. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Je vous retrouve demain mardi pour d'autres informations. Merci et portez-vous bien.